Les Warriors ont donc pris l'avantage dans cette série, dans ces finales NBA, dans ce Game 5, 104-94. Et oui, le gros coup donc pour les joueurs de Golden State, les joueurs et coéquipiers de Stephen Curry ont fait un énorme match par rapport à ce match pivot. On va évidemment revenir en long et en large sur cette rencontre. On va parler d'Andrew Wiggins qui a lâché une performance individuelle extraordinaire. On va prendre le temps de débriefer tout ça, Erwan. Ah ben oui, il y a le temps, on va prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire des deux côtés. Tout à fait. On a vu quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je parle pas que de Steph Curry. Absolument. Rien que sur la physionomie du match, la première fois qu'on avait dans ce sens-là, puisque les Warriors ont gagné le premier, le deuxième et le quatrième quart-temps, là où les Celtics ont gagné le troisième. D'habitude, c'était plutôt l'inverse que l'on avait l'habitude de voir. Beaucoup de choses à dire. D'abord, au global, on a encore vécu une très bonne nuit de NBA. On a vu beaucoup de choses. Bon, il y a eu des hauts et des bas quand même dans la rencontre, mais on a eu un money time, et ça, c'est important. On a eu un money time. On a eu un money time. C'est pas le meilleur match qu'on ait vu en termes d'adresse. Par contre, on est sur un match 5 d'une finale NBA et on a senti une intensité incroyable encore une fois. Et on sentait que c'était un match pivot, tu l'as dit. Et ce match pivot-là, il y a une équipe qui a plus tremblé que l'autre, j'ai l'impression quand même. Oui, une équipe qui a un peu plus tremblé. On a dit que le micro était... On entendait peut-être un peu bizarrement du côté du chat. Dites-nous s'il y a un problème de micro. On va régler ça tout de suite. On rappelle qu'on est en direct évidemment sur Twitch. Si tu nous regardes sur YouTube, c'est que tu es au lendemain matin et que c'est très bien aussi. Donc n'hésite pas à nous soutenir. Vas-y, mets un petit like, mon pote. Donc ouais, on est en direct. On prend vos commentaires. Évidemment, tout le monde parle d'Andrew Wiggins. Sa performance a été extraordinaire. Il est clairement l'homme du match. Andrew Wiggins a été parfois décrié par nous-mêmes. Là, franchement, il a sorti une perf. Je m'en remets toujours pas. Il était extraordinaire et pourtant, il marque pas un 3 points. Il a 0 sur 6 lui aussi. Ouais, mais il a fait plein d'autres choses. Heureusement qu'on ne définit pas des matchs réussis ou pas sur des tirs à 3 points. Heureusement. Et aujourd'hui, Andrew Wiggins, il est fantastique. Il est fantastique défensivement. Il est sur Jason Tatum. Il est fantastique aussi au rebond, comme d'habitude. Puis il est fantastique dans ce que les Warriors avaient besoin. Il a été très fort dans le scoring, mais dans du scoring à des moments des moments cruciaux, près du cercle, à mi-distance. Il a fait payer un petit peu justement ces changements côté Celtics. Chaque fois qu'il a eu un grand sur lui, notamment souvent à l'Orford, il l'a fait payer très fort avec des tirs à mi-distance. On a retrouvé l'Andrew Wiggins un petit peu des Timberwolves l'année où il fait 23 points par match. Absolument, on regarde ses stats, elles sont incroyables au rebond, en défense évidemment sur Tatum. Tatum a lâché quelques airballs dans ce match-là, on va y revenir et on parlera aussi de Steph Curry et de cette fin de série incroyable. On en reparlera dans quelques instants. On ira ensuite sur les tops et les flops comme toujours. Mais le MVP, il fallait absolument qu'on commence par lui. Tu te souviens le match 3, comme on l'avait détruit? Ouais. Moi, le premier. Et je reste persuadé que son match 3 est une catastrophe dans l'attitude d'une finale NBA. Et il y avait cette vidéo qui est sortie d'André Iguodala, qui était frustré, qui disait « Mais mon gars, faut que tu sois plus... » On n'avait pas la traduction exacte, mais on avait ce que le visage d'André Iguodala transmettait, on l'a tous compris. C'est pas cata, mais tu dois nous apporter plus, tu dois faire... Et j'ai l'impression que depuis le match 4, il est extraordinaire à Boston. Le match 5, il est MVP du match. J'ai l'impression que le travail d'André Iguodala aussi et Andrew Wiggins aussi qui se rend compte, qui prend conscience de l'événement aussi, c'est pas rien. Le travail d'André Iguodala de parler à des mecs on sait que c'est un réservé, on sait que des fois, pour qu'il fasse l'effort plus, faut le pousser. J'ai l'impression aussi qu'il a été mis dans des conditions idéales. Absolument. Aussi par ses coéquipiers et notamment par André Iguodala. Absolument. On va repartir au début du match et on va faire le déroulé comme toujours parce qu'il y a eu énormément de choses à dire. La première chose, c'est que Otto Porter était réintroduit pour la deuxième fois consécutive dans le 5 majeur. Kevin Looney donc sort du banc et on va en parler de Kevin Looney puisque son match sortait pas du bar. Il sortait du bar. Kevin Looney sortait du bar et c'était open bar apparemment. C'est clair. Le match commence en tout cas avec une équipe des Warriors qui est largement au-dessus dans l'intensité. Défensivement, ils sont en place et ça commence même rapidement avec des systèmes bien sentis, des lay-ups sur des petits backdoors, une première action de Jason Tatum qui envoie une touche main droite comme ça, une passe en touche incroyable, et on sent que c'est les Warriors dans ce match, dans ce retour en Californie qui imprime le rythme. Pour la première fois de ces finales, j'ai vu les Warriors mieux rentrer dans la rencontre que les Celtics. Ça s'est traduit par une meilleure défense, une intensité, un combat à l'avantage des Warriors, et puis surtout j'ai vu les Celtics pour la première fois, pas des finales,
mais pour la première fois quasiment de ces playoffs-là, donner un nombre de lay-ups. J'ai noté 5 lay-ups donnés, plus le jumper d'Andrew Wiggins à mi-distance, son premier du match. Ils encaissent 12 points. Sur ces 12 points, il y a 5 lay-ups. Il y a 5 paniers dans la raquette. Et on sait que l'accès à la raquette côté Celtics pendant ces finales-là, ça a été pour l'instant, la protection du cercle a été parfaite. Et là, ce début de match, alors que tu es le match 5, tu viens de perdre à domicile, tu commences ce match-là en donnant beaucoup de lay-up. Je me dis, oula, c'est pas les Celtics de d'habitude, ils sont pas rentrés avec la bonne énergie. On ne retrouve pas leur discipline défensive, on ne retrouve pas cet aspect physique, cet aspect de combat qu'ils arrivent à imposer à chaque fois aux Warriors et dans lesquels ils les dominent. Il y a aussi quelque chose qui est flagrant, et on voit sur cette action que Draymond Green fait un très bon début de match, des cannes, des paniers. Et ça, on l'avait pas vu. Et enfin, pour la première fois dans cette série, il a réussi une fin de main à main dunk. C'est le premier des finales NBA. Tu sais que c'est son grand spécial. Pour la première fois, il fait enfin cette fin de main à main, il finit au dunk. Et ce qu'on peut rajouter aussi à l'inquiétude autour de ce début de match des Celtics, c'est que Steph Curry, pour le coup, est très bien défendu. Il prend qu'un tir au tout début, là. Ouais, on le voit très peu. C'est un lay-up au début, c'est oui, 2 points, c'est un lay-up. Après, on va y revenir. Les Celtics défendent très bien, très peu d'espace, surtout de Steph Curry. Ça va durer tout le match. Par contre, derrière, c'est tous les autres qui brillent. Et ça, peut-être que Ime Udoka et les Celtics n'avaient pas anticipé. On se posait la question avec Rémi dans Clutch à 18h, tous les jours de match, justement, s'il allait y avoir un changement de défense sur Steph. Moi, j'ai vu un changement défensif de Steph. Il me semble aussi. La preuve, c'est que les autres ont pu rayonner beaucoup plus que lors des matchs précédents. Là, les seuls drops que j'ai vus, c'est les ballons perdus des Celtics qui vont directement dans les tribunes. Pourtant, Johnny Wilkinson ne jouait pas dans cette rencontre. C'est bien dommage. On continue dans ce match. Il y a Clay qui met un gros tir. On est à 14-4 juste après le premier temps mort du match. Les Warriors, on le disait, on imprime le rythme, ont plus d'énergie. Clay envoie une autre bombinette, soit plus 11 très rapidement dans ce game. Et là, il y a Kevin Looney qui rentre, je pense en 1 minute, il fait 2 fautes. Une minute. Direct. Une minute parce que je suis sympa. Une minute est gentil, il fait 3 fautes très vite. C'est ça, Looney 2 fautes, il reste sur le terrain. Steve Kerr aime jouer en ce moment sur ces finales avec les fautes. Il coach pas du tout les mecs qui ont des fautes, ou très peu. Looney 2 fautes, il fait la 3e tout de suite. Pas prêt à jouer, là, Kevin Looney, honnêtement, qui avait été plutôt bon sur ces finales. Mais je suis toujours surpris quand même qu'on puisse avoir des attitudes comme ça. Alors, on sait que c'est pas le plus grand des talentueux, c'est plutôt un besogneux qui nous a agréablement surpris sur ces playoffs-là. Là, j'ai l'impression que ce soir, la réalité est revenue de plein fouet taper Kevin Looney. Mais encore une fois, dans l'attitude, ça a été à peine un peu mis en deuxième mi-temps. Mais sur son entame, sur sa sortie de banc, il aurait pu mettre son équipe en difficulté. Il aurait pu mettre son équipe en difficulté. Stat que j'ai noté, qui est assez incroyable, c'est que lorsque Jason Tatum sort après 7 minutes de temps de jeu, il n'a pas encore tiré. Non, il n'a pas encore tiré. Il rate complètement son début de match, Jason Tatum. On ne le voit pas, en fait. C'est pas qu'il rate, on ne le voit pas. Ouais, c'est raté. Il rate. Non, mais il tire pas. Oui, mais c'est raté. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais au bout d'un moment, on est dans le match 5. On est dans le match 5. Je pense que les critiques, qu'elles soient positives ou négatives autour de Jason Tatum, vont devoir s'aiguiser. Et pour moi, il rate son début de match. Ne pas avoir Jason Tatum ou qui ne shoot pas sur son premier passage, c'est un début de match raté. C'est interdit. Et surtout que j'ai l'impression que c'est son équipe qui n'était pas dedans, qui a eu du mal à se mettre dedans, mais ils avaient peut-être besoin qu'on le voit plus. Ça, c'est sûr. En tout cas, on voit un tir à 3 points de Gary Payton dans le corner. On est à 28 et il y a plein de layups ratés des Celtics. Nouveau temps mort, là Jason Tatum revient, et là, pour le coup, alors c'est toujours dans le premier quart-temps, il revient, il met 4 points d'affilée, il met 6 points consécutifs après avoir répondu, Andrew Wiggins avait répondu sur un fadeaway, et ça y est, enfin, il est rentré dans son game. Il a juste mis 10 minutes au lieu de rentrer au tout début du game. Il aura fait le yo-yo un peu tout le match. C'est vrai qu'on attendait de lui un match de superstar. Il y a eu des flashs de superstar. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai pas vu un match de superstar. C'est la fin, Guy le reste. Moi, je pense que dans ce qu'il fait dans le troisième quart-temps, c'est un truc de superstar. Hein. Des flashs de superstar. Le problème, c'est qu'il avait... Pour moi, il a fait exactement comme Steph Curry lors des 2 premiers matchs. C'est-à-dire qu'il a eu des moments où il a été très fort, inarrêtable, fantastique et tout. Sauf que plus de gaz sur les fins de match, mieux défendu sur les fins de match. Quelles que soient les explications, que ce soit la défense adverse ou sa propre perf, il n'empêche qu'il y a un troisième quart-temps qui aurait dû leur permettre d'avoir un money time à gérer, entre guillemets. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Mais tu vois, dans ce premier quart-temps, il y a des choses qui étaient plutôt des acquis côté Boston. L'intensité, le combat et Jaylen Brown, quelque part. C'est souvent lui. Il met le premier tir, c'est souvent lui. Et Jaylen Brown, en fait, là, on se rend compte que c'est pas son soir. Il n'est pas dedans. Et je trouve que les Celtics
sur ces 10 premières minutes, sur ces 12 premières minutes, je me dis, ils sont même très loin de leur standard à eux, des minima défensifs. Ouais, on sait qu'en attaque, par moment, ils peuvent jouer sur le talent de leurs deux stars, mais défensivement, il y avait quand même des pressions hautes, une protection de cercle. Il n'y a pas ça. Et c'est très surprenant, je trouve. Ça a été très surprenant. Et au final, ils vont le payer tout le match, ce mauvais début. En tout cas, il y a un truc qui va commencer à rentrer à la tête des joueurs des Celtics, c'est les paniers à 3 points. Puisqu'ils ont la bonne idée de commencer avec un merveilleux 0 sur 12 du côté de Boston. Bon, l'avantage, c'est que côté Celtics, c'est pas ouf non plus. On est rapidement, on est à 3-13, on finira à 3-13 à la mi-temps. Mais la fin du premier quart-temps est donc remportée 27-16 par cette équipe des Warriors, avec de grosses différences. Alors, à 3 points, c'est catastrophique des deux côtés, mais en termes de perte de balles, ça va être une tendance qui va se dessiner dès le début du match, c'est que les Boston Celtics vont perdre un paquet de ballons, et des ballons parfois très très cata, avec des trucs dans les tribunes, voire des ballons qui donnent de la course aux Warriors. Exactement, des ballons dans les tribunes, c'est pas les pires, parce que derrière la remise en jeu, mais les ballons qui vont directement dans les mains des Warriors, ça c'est plus compliqué, parce que ça donne du jeu rapide, mais tu dis que ça va être une constante sur la rencontre. Honnêtement, c'est une constante sur ces finales NBA. Les ballons perdus sont en train de tuer les Celtics sur ces finales NBA. Ça se tient. Juste avant la fin du premier quart-temps, il y a cette technique du Doka, avec la faute. Il y avait faute de Robert Williams, il pète un peu les plombs, et finalement, ça n'aura pas d'impact sur le reste du game. Ensuite, on enchaîne, et donc je parlais de la maladresse, là je l'ai mis au moins 4 fois. Incapable de mettre un tir à 3 points. Super défense des Warriors, ça c'est vrai. Pendant ce temps-là, il y a Jordan Poole qui met un 3 points, il y a Tatum qui commence à mettre des T-jeux, etc. Et je le disais, là on est à 0 sur 10 pour Boston. Franchement, à ce moment-là, je me dis, mais attends, il rate des tirs grand ouvert, des bons tirs, avec des extra passes. Je pense à Allerford qui a des bons tirs. Je vois Marcus Smart qui a des bons tirs. Mais là, ça commence à trotter dans la tête. Quand t'es à 0-10, 0-12, tu te dis, oh putain, attends, on va passer une soirée catastrophique. Parce que tant qu'ils n'arrivent pas à mettre de tirs, finalement, ils vont réussir à inverser la tendance. Mais tant qu'ils n'arrivent pas à mettre de tirs, en fait, le jeu déployé, il sert plus à rien. Parce que si tu joues bien au basket et que tu mets plus un panier, ça sert à rien. Boston, c'est fou comme c'est une équipe de série. On a vu que quand ils vont commencer à inverser la tendance, tout le monde va mettre dedans. Tout le monde va mettre dedans. Allerford, Marcus Smart, et Jason Tatum. C'est lui qui mettra, donc après 0-12, c'est lui qui mettra enfin ce premier tir à 3 points. Après, il profite aussi, Steph Curry commence sur le banc, ce deuxième quart-temps. Et les Warriors et Steve Kerr, j'espère qu'il va en tirer les leçons, jouent avec Poole et Bjelica en même temps. Honnêtement, de ce qu'on a vu, parce que t'en penses, moi, je suis d'accord, c'est impossible que ces deux gonzes soient en même temps sur le terrain. Ce soir, Jordan Poole est encore bon, il met 14 points, il amène des choses en sortie de banc, parfois un peu fouillis. C'est lui. Mais c'est lui. Ouais. Par contre, défensivement, c'est trop compliqué. Il se fait cibler à chaque fois. Et les Celtics reviennent à -8 parce que justement, ils profitent certes que Curry soit sur le banc, mais ils ciblent. Il y a 2 mecs sur 5 qui peuvent pas défendre. Ils sont chaque fois ciblés. Et c'est comme ça qu'ils reviennent un petit peu en retrouvant de l'adresse aussi. Le ciblage, encore une fois, les Celtics. Et là, on se dit quelque part, on retrouve ces Celtics aussi intelligents qui vont cibler des mecs sur lesquels ils ont des match-ups favorables. C'est vrai qu'il y a un enchaînement d'actions. Alors, il y a les 3 points donc de Tatum, Smart et Horford. Mais il y a aussi des actions où on dit, bon, on va jouer sur Marcus Smart, sur le post-up sur Jordan Poole, on va jouer sur Jason Tatum, sur le post-up. C'est des trucs, finalement, qu'ils font par moment dans les premières mi-temps, mais qu'ils n'arrivent pas à répéter tout au long des matchs. J'avais une question pour toi, c'est que donc je disais, Curry commence sur le banc, il revient qu'à 6 minutes 43. Et à ce moment-là, je me pose une question, je me dis, est-ce que Kerr le laisse pas trop longtemps au frais? Parce qu'on voit que c'est une période un peu compliquée pour les Warriors. C'est compliqué parce qu'ils mettent dedans. En fait, le truc, c'est que déjà, Andrew Wiggins, c'est très bon. Donc en fait, c'est lui qui est, entre guillemets, un peu go-to guy à ce moment-là. Il est rapidement à 14 points, 7 rebonds, et on ne voit que lui, avec plein de lay-up, avec des tirs difficiles. Et finalement, quand il revient, Steph Curry est bon. Donc finalement, tu n'as pas cet impact. Tu le sens pas. Moi, je trouve que tu le sens pas tant que ça. Alors Steph Curry est bon. Ils sont à +10, +8. Oui, ils s'imaginent pas à +20, j'espère. Moi, je trouve pas que Steph Curry est plutôt bon. Alors après, il met 10 points, regarde. Le Curry, 8 points seulement. Ce qui est bien, 10, il enchaîne avec des douanes et tout. Ce qui est bien avec Steph Curry dans son petit match, on peut le dire, c'est que, on l'a dit, les Celtics ont décidé de ne lui... C'est fini les drops, on lui laisse plus de place, on lui est même trappé par moment, on lui donne plus rien. Non, c'est clair. Mais derrière, je les trouve du coup, avec cette défense-là où on donne plus rien à Steph Curry, je les trouve du coup beaucoup plus permissifs avec les autres. Ouais, bien sûr. Ils vont se faire battre là-dessus. De toute façon, il faut choisir son poison. Ils vont choisir leur poison. Moi, ce que je vois, c'est que... Le poisson, si tu veux. Aussi. Ce que je vois, c'est que Wiggins est très fort et que les Warriors, en fait, ils font un deuxième quart-temps qui est de bonne facture. Alors oui, le moment où enfin ils mettent des tirs à 3 points, mais heureusement qu'ils mettent des tirs à 3 points. Ils n'avaient pas finir à 0,55. Il n'y a que Curry qui est capable de faire ça dans ce match-là. Mais voilà, les Warriors finissent, ils arrivent à la mi-temps, ils sont à 51-39. Eux, ils ont fait leur job. Sachant que
que Boston commence à rater des lancers francs. Ils sont à 4 sur 9 au lancer franc. On a vu Jason Tatum une première fois dans le match faire 0 sur 2, indigne des joueurs de son niveau. On le verra aussi plus tard, le 0 sur 2. Tout le monde se dit, mais gros, soit il est complètement cramé, soit il a la tête ailleurs. Mais j'ai quand même du mal à croire que ce soit une question d'état d'esprit. En préparant ce débrief, je t'ai posé aussi une question autour de Robert Williams, qui lui est plutôt bon à la mi-temps. Ouais. Il a 8 points, il joue que 12 minutes en première mi-temps. Moi, je trouve que c'est pas assez. Parce que Mina, il a ce profil unique. Il arrive quand même, c'est lui qui nettoie vraiment le cercle. Il pèse au rebond. Je trouve qu'il joue que 12 minutes. Il met 8 points en 12 minutes. Est-ce que tu l'aurais pas mis un petit peu plus? Pas forcément, parce que il y a le moment où il doit re-rentrer, c'est le moment où il met dedans. Donc à ce moment-là, c'est pas le moment de le refaire rentrer. Tu vois, on dit souvent qu'il faut suivre le match, etc. Moi, quand il y a mes mecs qui commencent à mettre un peu dedans externe, bon bah je vais continuer sur cette lancée-là. Ils mettent dedans externe, mais comme je te dis, pour moi, ils donnent, et ça a été une constante sur toute la première, ils donnent beaucoup de lay-up. Donc. Non, mais je suis pas sûr que si tu avais mis Robert Williams 20 minutes sur 24, le score aurait été bien différent. Okay. Son impact n'avait pas été extraordinaire dans ce match-là. Dites-nous dans les commentaires, moi j'ai l'impression qu'il aurait mérité, tu vois, peut-être un petit peu plus de minutes parce que je trouvais justement que les Celtics, par rapport à ce qu'on connaît d'eux, donnaient un peu trop le up. On finit avec une petite stat, si tu veux, sur cette première mi-temps. On parlait des ballons perdus. On l'a vu, cette stat, elle est incroyable. Donc les Warriors mettent 13 points sur les ballons perdus de Boston en première mi-temps et les Celtics mettent que 2 points sur les ballons perdus des Warriors qui vont perdre très peu de ballons en première mi-temps. 9 ballons perdus pour les Boston, 3 ballons perdus pour cette équipe des Warriors. On finit quand même avec des stats folles. 3-17 à 3 points pour les Warriors, 3-15 pour Boston. Une belle première mi-temps d'adresse et Jaylen Brown est dans un trou colossal. 4 points, 4 rebonds, 2 sur 10 au tir. Ça ne lui ressemble pas. Tu disais que ça faisait partie des acquis pour notre ami Jaylen Brown. Donc plus 12 à la mi-temps. Ce qui est bien dans le basket, c'est que le troisième quart-temps donne toujours des tendances complètement folles. Et la première tendance qu'on voit, c'est que les Celtics arrivent bien plus déterminés avec un 7-0, un 10-0 même, avec 2-3 points de Jason Tatum. Et là, on se dit, bon bah voilà, il y a match. Les Warriors sont cataclysmiques pendant les 2-3-4 premières minutes. Et ça nous donne en fait un match qui redevient vivant. Ouais, ils font des stops à eux. Il y a Jaylen Brown sur l'overplay qui va intercepter, qui va provoquer une faute de Klay Thompson, qui va 2 fois lancer. Ils refont un stop où ils poussent les Warriors au bout des 24 secondes. Ça c'est les bonnes entames de mi-temps. Ouais. On sent qu'il y a eu un speech, on sent qu'il y a une nouvelle manière de penser. On sait aussi que ce troisième quart-temps, depuis les 4 premiers matchs, ils se font rouler dessus à chaque fois. On sent qu'il y a psychologiquement, il se passe quelque chose côté Celtics. Et en plus de ça, ils trouvent de l'adresse avec Jason Tatum, qui commence justement à rentrer dans son moment du match, son moment de superstar qu'on attend. Ouais, c'est clair. Il enchaîne 3 points quand même. Après, Smart en met encore un. Il y a 55-55. Orford en met un. Et là, pour la première fois, il passe le devant. Et là, tu dis, OK, il se passe un truc. Il leur mettent un 19-4. Un 19-4, c'est énorme. Il se passe un truc. Côté Boston, on retrouve ces Boston à droit, mais aussi dans le combat qui impacte cette équipe des Warriors. Et les Warriors, j'ai l'impression qu'ils sont sur un fil, en asphyxie. Vraiment, tous les paniers qu'ils mettent, c'est à l'arrache. J'ai souvenir d'un panier de Klay Thompson à 3 points, après plusieurs écrans qui n'amènent rien, où ils sont surtout... voilà, exactement. Ils sont au bord du précipice et ils arrivent malgré tout à rester dans le match. Mais on sent que les Warriors sont en train de... Petit à petit, que les Celtics sont en train petit à petit de rentrer dans la gueule des Warriors et que les Warriors ont beaucoup de mal à répondre à ce combat physique. Ça va pas durer malheureusement. En tout cas, ce qui est dingue, c'est que dans ces moments un peu compliqués, c'est que les Thompson, qui, tu le disais avec ces 3 points, avant de faire une passe, j'ai écrit honteuse à Wiggins à 64-66. Derrière Clay, il met une autre flush à 3 points. Ils auront toujours un mec pour sortir du bois et pour et les remettre dans le droit chemin en fait. Ah, ce soir, il y a toujours eu... Ce soir, il y a toujours eu quelqu'un pour mettre un panton, pour prendre un rebond, pour aller provoquer une faute. Ils ont été très solidaires ce soir, les Warriors. Non, absolument. Ouais, c'est clair. Je pensais que tu allais faire une autre phrase, mais très bien. Non, merci. J'ai noté un autre truc, c'est que ce qui nous avait plutôt impressionné sur la première mi-temps, c'est que défensivement, on tenait beaucoup plus les duels et surtout, il y avait la dissuasion. Tout à l'heure, on a parlé de Draymond Green. Draymond Green est redevenu Draymond Green il y a 5 ans. Il était dans tous les impacts dans la raquette. Il met beaucoup de contres. Il fait quelques fautes, mais ça fait partie du jeu quand tu viens en dissuasion. Absolument. À ce moment-là, par contre, il n'y a plus rien. On enchaîne des lay-ups. Il n'y a plus personne. Ils vont beaucoup sur des lancers francs côté Boston. Clay est bon, mais il fait aussi ses 4 fautes. Et là, Jordan Poole met un premier 3 points. Puis derrière, il nous met une filoche encore à 0,1 dixième, enfin 0,1 seconde à la fin du troisième quart-temps. C'est la deuxième fois qu'il fait ça dans la série. C'est aussi comme ça que tu gagnes des matchs, que tu gagnes un titre plutôt. Oui, c'est sûr que c'est le genre de petits détails où tu te dis...
Bon, ok, c'est en train de tourner d'un côté. Tu parles de la dissuasion, j'aime beaucoup, et tu parles de Jordan Poole, c'est deux choses très importantes dans ce troisième quart-temps. Il n'y a plus de dissuasion. Tu parles de Draymond Green, on peut rajouter Andrew Wiggins, qui lui, dans les airs, c'est lui aussi qui a fait beaucoup de dissuasion. Et puis il y a ce Jordan Poole avec la planche. Et ils finissent à +1. Ils finissent à +1 les Warriors, alors que ce troisième quart-temps, j'ai l'impression qu'ils ont vécu un peu un enfer en attaque avec cette défense des Celtics. Et pourtant, les Warriors finissent à +1 avec ce tir-là. Alors certes, les Celtics menés à la mi-temps ont recollé, mais tu te dis que tu es toujours mené d'un point et tu finis avec un panier comme ça. Le coup est dur, et finalement, les Warriors et les Celtics, ils vont jamais s'en remettre de ce panier-là quand on se projette sur la suite. Le troisième quart-temps est remporté 35-24 par les Celtics, mais tu as raison, ils repassent devant et psychologiquement, on voit que c'est un impact. Alors, c'est un impact surtout sur Jordan Poole, hein, parce que première attaque des Warriors qui ont la balle au début du quatrième quart, il a dit « Je m'occupe de tout, tac, 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 tes jeux, airball ». Je fais « Mais frère, t'es sérieux ?» Je comprends pas. Mais c'est un feu follet. Tu sais, c'est un feu follet. Oh, 0 rebond, 0 pas, j'avais pas vu. Ça fait penser à Tom Serravino, la House Factory, quand tu fais les matchs 7. Parce que nous, on va en 4 matchs vainqueurs aussi, en 12. Tu fais les matchs 7, que tout le monde est cramé et que tu sais que les positions sont importantes. Et le premier tir, il prend un premier tir tout seul. Alors que c'est le plus nul de l'équipe. Donc là, Jordan Poole, c'est pas le cas. Oui, Tom, je t'aime, je t'embrasse. Mais cette première possession de Jordan, elle aura finalement pas de conséquences. Mais ce petit se laisse beaucoup griser, je trouve. Mais bref, ce soir, il est plutôt très bon, même si on voit encore que défensivement, chaque fois, il essaie. Mais bon, on va pas le répéter. Non, il est encore très bon. Ça fait 2 fois qu'il enchaîne 14 points, qu'il a un impact en sortie de banc. Et c'est ce qu'on va retenir de Jordan Poole. Mais les premières possessions des 4e quart-temps dans des matchs de finale NBA, tonton, joue un peu plus long, va chercher des gonzes. Voilà. C'est clair. Il y a Zizou là, qui nous dit, qui est dans le chat. Hein, merci. Ah bon, il est là, Zizou, bah, sympa. Il adore la NBA. Il dit, Golden State ne cesse de m'étonner. Perso, c'est une big surprise. Vu le run des Celtics et leur collectif, t'as l'impression que ça pouvait pas leur échapper. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, effectivement, pour les Warriors. On continue dans ce match. Et Andrew Wiggins continue avec des laps, il passe en 18-10, on est qu'au début du 4e quart-temps, ils sont à +5, alors qu'on sentait qu'ils étaient dominés, hop, ils se retrouvent à +5, ils débutent même avec un 7-0, avec Clay qui met encore un 3 points, et là il y a Marcus Smart qui commence à faire des dingueries, tout simplement, parce que il va prendre une technique, un peu loin du ballon, là, parce qu'il râlait, derrière, il y a faute offensive, mytho sur Jordan Poole, mais tu sens... En plus, Poole derrière met un petit jeu à mi-distance, et ben voilà, là tu sens que le momentum il est clairement pour les Warriors et il est à incomber à notre ami Marcus Smart. Ouais, il est incombé à Marcus Smart. Il retombe les Celtics dans leur travers. Ils retombent dans leur travers de début de match. C'est ça qui me surprend le plus, moi, c'est que tu peux dans un match comme ça, tu peux avoir un trou d'air. Tu peux pas en avoir 2, voire 3. Et je trouve que les Celtics, ils ratent des moments importants. Ils ratent l'entame. Ils ratent leur première mi-temps. Et ils ratent le début du 4e quart-temps. Waouh, t'es en finale NBA, t'es sur un match 5, tu peux pas te permettre ça. Et derrière, tu sens quelque part qu'ils sont pas dans leur match, tu sens qu'ils maîtrisent moins les choses que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et je trouve que très tôt dans le 4e quart-temps, ils vont rentrer dans l'urgence. Et finalement, ces Celtics-là, à part peut-être aller même face aux Nets ou aller un peu les Bucks, mais finalement, dès qu'ils sont rentrés dans l'urgence, cette équipe-là, ils sont beaucoup moins dans la maîtrise et moi j'ai trouvé qu'au bout il restait encore 5 minutes à jouer et que déjà on a l'impression qu'ils étaient à -8 et qu'il restait 1 minute 10 à jouer. Comme pour les Warriors lors de leur défaite, où en fait les 4e quart-temps, bah c'est du hero ball, c'est une défense surtout adverse qui prend le dessus sur ton attaque. Là les Warriors pour moi ont pris le dessus défensivement. Jason Tatum était fatigué, Jaylen Brown était fatigué, j'ai mis 10-0 Brown, mais c'est lui qui arrive à faire la fin de série, mais derrière Curry, qui commence à clairement en penser à cette stat à 3 points, arrive à marquer les paniers, et surtout Andrew Wiggins, il éteint Jason Tatum dans la fin de match. Non mais il y a eu des phases, des 1 contre 1, des fade away et tout, Andrew Wiggins a le contré à moitié et tout, en gros, il est là aussi la différence, Marcus Smart, Andrew Wiggins. Non mais l'impact athlétique, physique d'Andrew Wiggins sur Jason Tatum est énorme. Je le répète, je l'ai dit chez Winamax, Andrew Wiggins est un athlète supérieur à Jason Tatum. Mais c'est la guerre qu'il est en train de lui mettre. Alors c'est pas une guerre de tchatch, il fait pas peur parce que c'est un visage gentil. Par contre, je pense que Jason Tatum, il doit faire des cauchemars d'Andrew Wiggins, vraiment défensivement. Et en plus, derrière, Andrew Wiggins fait ce qu'il a fait offensivement. Je l'ai rarement vu comme ça, même dans ses dribbles quand il jouait. On sentait qu'il était inarrêtable ce soir, Andrew Wiggins en attaque. Et je te dis, hier, sur cette fin de 4e quart-temps, tous les fadeaways, quand Jason Tatum veut prendre le lead, veut faire basculer la rencontre, eh ben, il n'y arrive pas parce qu'en face, il y a un homme qui se dresse contre lui et qui lui rend la vie impossible.
Non, c'est clair. C'est Andrew Wiggins, évidemment. Absolument. Les deux derniers trucs que je voulais noter, donc c'est les fameux trucs autour de Steph Curry, on va en parler. Il y a quand même cette stat qui est sortie. Draymond Green donc prend une 6e faute. C'est la 3e fois pendant cette série qu'il sort pour 6 fautes. C'est la première fois que ça arrive depuis 2000 avec Dale Davis. Incroyable stat qui sont allés nous chercher encore les amis américains. Et Dale Davis, il défendait sur le Shaq. Ouais, donc ça peut se comprendre. Il est compliqué du coup de ne pas prendre des fautes. Draymond Green, il n'y a pas le Shaq en face, mais il en fait des fautes. Alors on va pas taper sur Draymond Green parce qu'il était très bon. J'ai aussi cette image en tête là où Draymond Green il est là à chercher la balle avec Jason Tatum du côté des Celtics. Il avait envie encore d'aller s'embêter là, s'embrouiller avec les autres mecs. Il aime trop ça en fait. Il peut pas s'empêcher. Il peut pas s'empêcher. Il s'est remis dans ces finales là avec de l'humilité et de la simplicité. Il est revenu à ses bases. Et là, à la fin, il est obligé de suivre Tatum comme ça avec Gary Payton, hein, qui est pas le dernier à suivre, pour aller finir dans le coin des Celtics. Bref, plus de peur que de mal, mais il n'y a pas eu de mauvais geste, il n'y a pas eu de truc. Tant mieux, parce que en face, il a affaire à des gens intelligents, même si Marcus Smart avait il avait bien le démon. Hein. Il avait grave la haine. Tu parles de Gary Payton, c'est important d'en parler parce que c'est lui qui va finir le match aussi. Hein. Ils vont finir avec Curry, Clay, Gary Payton, Draymond Green et Andrew Wiggins. Il a eu un énorme impact, Gary Payton. Quand tu mènes les débats comme ça et que tu contrôles le match, tu n'es plus obligé de mettre Poole pour mettre des paniers. Et tu finis avec Gary Payton qui t'amène quand même une assurance défensive monstrueuse. Et de la course, on l'a vu. Et de la course. Draymond Green. Exactement, de la course. C'est vrai qu'il est parfait pour cette équipe-là. Il ne demande pas grand-chose. Il est dans les corners à 3 points. Il peut en mettre un à l'occasion. Ouais. Et surtout, il a, tu as raison, beaucoup de courses parce qu'en plus, il fait gagner des ballons. On l'a vu dans les mains de Brown sur la fin à Jaylen Brown. Il a fini de l'achever, Jaylen Brown. Plus petit, mais dans ses pieds. Et on sait que Jaylen Brown, des fois, il a un dribble un peu haut. Il a gagné plusieurs ballons. Énorme ce soir, Gary Payton. Archi précieux. Il a été très très bon. C'est aussi une des victoires du banc hein, de cette équipe des Warriors. On finit absolument sur Steph Curry. Alors, il y a deux choses à dire sur Steph Curry. Bon, d'abord, il finit à 0 sur 9 à 3 points. C'est la première fois depuis le 8 novembre 2018 qu'il n'avait pas marqué de 3 points dans un match NBA. Donc, la série de 233 matchs prend fin aujourd'hui. Sur les 138 matchs qu'il a joué en playoff, il avait toujours marqué un 3 points. Il y avait une dernière stat sur au moins 2 points, au moins 2-3 points marqués dans les matchs. Je l'ai vu passer, vous aussi j'imagine, mais je ne l'ai pas noté. Steph Curry est passé complètement à côté de son match dans l'adresse. Pourtant, il finit à 9 passes. Et j'ai bien aimé cette fin de match où, au moment où on est tous en train de se dire est-ce qu'il va tirer à 3 points, alors sur la dernière, il en prend, il rate encore, il est court. J'ai trouvé intelligent. Il a fait des passes, il est allé mettre des lay-ups. Il a fini le match plutôt intelligemment, alors qu'il aurait pu tirer comme Kyle Korver, on s'en souvient, à Londres il y a quelques années. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas couru après ce passe record, mais cette série, il a fait les choses intelligentes. Il n'était pas adroit, il a raté des tirs à lui. Clairement, on a senti qu'il était très court. Il n'a pas fait des gamins, hein. Il a été très court, il n'avait pas les jambes. Et ensuite, il a pris ce que lui a donné la défense des Celtics. Et la défense des Celtics qui le suivait dans tous les écrans et voir aussi les intérieurs des fois sur les défenseurs du piqueur se montrer, qu'est-ce qu'il a fait? Sur les flashs, il a donné des passes D. Voilà, il a donné intelligemment. Il a pris ce que la défense des Celtics lui a donné et derrière, ça a donné des paniers, notamment à Andrew Wiggins, qui, comme par hasard, finit meilleur scoreur de la rencontre, enfin, chez les côtés Warriors, et ça a donné plein de choses. Il était clairement pas dans un grand soir d'adresse, mais il a quand même. L'adresse, ça va, ça vient. Le QI, en général, ça reste. Ouais, absolument, mais on aurait pu. Certains, je voyais, étaient tristes du match de Steph Curry. C'est bien normal après les 43 points du match 4, mais t'as raison, la défense s'est adaptée. Donc, du coup, c'est plus la même chose. T'as plus les mêmes tirs, et en plus, il est clairement dans un trou, hein, parce qu'il y a au moins 5 tirs. Même, il a refusé des tirs. Tu vois cette passe d'un 2 contre 1 avec Klay Thompson qui donne la balle à 45. Il refuse. On se dit, wow, il est vraiment pas dedans. Il est vraiment pas dedans parce que Steph Curry qui est tout seul en transition, normalement, il doit tirer. Quoi qu'il arrive. Il a jamais trouvé son rythme. Il a jamais trouvé son rythme à 3 points. Et puis on va aussi quand même donner énormément de crédit à cette défense des Celtics, hein, Marcus Smart quand même qui lui mène une guerre incroyable. Il y a Derrick White qui s'est attelé aussi sur lui. Ils ont quasiment fait de la stricte tout le match. C'est-à-dire que le défenseur de Steph Curry ne donnait jamais un pas d'aide. Ils étaient tout le temps collés à lui, anticiper les écrans. Il était bumpé par le mec par le défenseur du pick-up. On a vu même des phases où il tombait par terre. C'est avec Horford, elle est incroyable cette phase. Donc ils lui ont rien donné. Ça a marché, en tout cas pour réduire l'impact offensif de Steph Curry. Maintenant, ils perdent le match. Donc je sais pas trop. C'est difficile de lire cette fin de match. Je voyais pas mal de gens qui parlaient de Jimmy Udoka. Hein. Il a décidé de faire jouer Jaylen Brown et Jason Tatum
complètement, enfin 100% de la deuxième mi-temps. Est-ce que tu as des choses à redire sur le coaching de Ime Udoka? Moi, je pense qu'il responsabilise ces deux superstars à un moment donné où tu es dans un match 5 et qu'il faut sortir un énorme match. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Derrick White a été magnifique sur ses finales. Ce soir, il est moins impliqué, il est moins bon, moins inspiré. Derrick White, clairement, fait son pire match de la série, hein, malheureusement. Ça marche aussi pour le petit Pritchard qui rentre, qui a un impact 0 qu'on ne voit pas en deuxième mi-temps. C'est clair. Moi, je pense que la NBA, ça marche comme ça. C'est à ces deux stars de prendre les choses. Ils ont eu les ballons. Et c'est pas, pour l'instant, ça n'a pas été assez fort ce soir. Voilà, c'est dur de tomber sur Jaylen Brown parce qu'il fait des finales incroyables, mais je le répète à chaque fois, chaque match a sa vérité. Ce soir, la vérité, c'est que Jaylen Brown, il passe complètement au travers. Et 5 ballons perdus, 5 sur 18 au tir, pas de panier à 3 points. Il pèse pas du tout sur la rencontre. C'est la réalité. Il a galéré. On l'a vu manquer des trucs qui nous avaient enthousiasmés. Pourtant, c'est lui qui met le premier tir, tu vois, du match. Ouais, c'est lui. Et c'est lui pareil au début en début de troisième quart-temps, c'est lui aussi avec un one ou layup et tout qui va faire, mais pas assez. Pas dans la constante, et même défensivement, il a souffert, j'ai trouvé. Absolument, et puis totalement inexistant dans cette fin de match, là où c'est le moment de faire la décision dans ce petit rencontre du Game 5. On va aller sur les tops et les flops. Les gars, on va regarder ça ensemble. Qui est-ce qu'on a mis dans les tops? Vous allez retrouver évidemment des joueurs que vous aimez beaucoup. On a très peu parlé de Klay Thompson, on pourra en parler. Donc Andrew Wiggins, homme du match. Franchement... on en a beaucoup parlé depuis le début des playoffs. Moi, je disais que je l'attendais dans ces grands moments des finales NBA, ces grands moments de playoffs, même déjà. Pour l'instant, il a été au plus que parfait pendant toute la série des finales NBA. Et là, dans le match le plus important, il a été capable de sortir une performance franchement extraordinaire. Je rappelle, il a 12 sur 17 au tir à 2 points et 0 sur 6 à 3 points. C'est une performance de ouf. Après, on sait que c'est un mec quand même qui a été une première option NBA pendant plusieurs années. Donc, on connaît ses qualités. On sait que c'est plus mental son souci, cette capacité par moment à s'effacer naturellement, à laisser la place aux autres, ou quand parfois c'est dur. C'est une réalité. C'est pas parce qu'Andrew Wiggins ce soir fait un super match qu'on va oublier ses traits de caractère qu'on fait de lui qu'aujourd'hui il se retrouve troisième option d'une équipe, certes qui joue le titre, mais c'est une troisième option d'un joueur qui est encore jeune. Maintenant, ce soir, il est parfait. Et je le répète, je pense que le speech qu'ont dû avoir le staff autour de lui, notamment Iguodala, pour lui dire, mais regarde en face ce que certains font dans l'intensité, dans l'envie, il faut que tu amènes ça en plus de tes qualités naturelles. Et c'est vrai que ce soir, dans ce rôle-là, il est plus que parfait. Il a massacré les Celtics. Et ce qui est fantastique avec sa performance, mais même ce qu'il apporte, c'est la complémentarité du profil qu'il a avec Klay et Steph Curry. Klay ne peut plus sauter ou courir très vite. Steph fait du Steph, mais d'amener un ailier d'impact physique, on le voit combien de fois prendre des rebonds défensifs plus haut que tout le monde, là, pam, tac, et après courir. Ça, c'est des trucs qu'ils n'avaient pas et dont ils avaient absolument besoin s'ils voulaient aller loin. Et il fallait aussi avoir un mec capable de défendre sur les meilleurs ailiers de la ligue. Andrew Wiggins, en tout cas, est parfait. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Klay Thompson qui aurait pu être dans les tops. Sans aucun doute, Klay était bon. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Tout le monde est en train de louer sa défense dans ce match-là. Ouais, défensivement, ici, ça fait 2 matchs vraiment que c'est très très sérieux. Klay Thompson, en attaque, je trouve que c'est toujours brouillon. Je trouve qu'il prend des tirs par moments un petit peu à contresens du jeu. Par contre, voilà, c'est un poignet. Et ce soir, il met encore des tirs qui font du bien. Pour moi, il y a des choix de tirs qui sont pas bons du tout. Qui font mal à son équipe. Oh, ouais, non, celui-là, tu le prends, il est dur. Mais au final, ce mec-là, il va toujours mettre 2, 3, 4 tirs qu'il faut et qui vont faire du bien. Et au final, Klay Thompson, il finit quoi, à 18 points? Je veux dire ça. Et au final, il fait du bien. Au final, ses tirs font du bien. 21 points. Alors, 21 points. Je l'ai déjà trouvé plus juste. J'ai déjà trouvé plus juste. Klay Thompson, 21 points, c'est ça. Plus 13 de plus-minus. Mais oui, voilà, il fait du... Voilà. 3 points marqués. Il fait 3 matchs. Souviens-toi le match 3, où les Warriors se font marcher dessus, où Andrew Wiggins s'efface complètement, et on se dit, le seul bon point de ce match 3, c'est que les Warriors ont retrouvé Klay Thompson. Match 4, match 5, il est là, tonton. Non, il met les tirs qui font mal. Non, c'est clair que Klay Thompson, là on peut parler d'expérience. C'est toujours pareil, on sort la carte expérience. Klay Thompson, il en a et il régale. On continue avec les tops, s'il vous plaît.
les gars, on va revenir sur Andrew Wiggins, on l'a dit, et on va parler aussi du duo en sortie de banc. Alors, il y a la défense des Warriors, hein, ils ont encaissé seulement 94 points dans ce match-là, ils ont eu des vrais moments où ils ont pu faire des stops, ce qui leur a permis de faire des runs par-ci, par-là, et même dans le moment difficile du match 3, j'ai l'impression qu'ils l'ont perdu, mais 40-15. Finalement, il n'y a que 35-24. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Et Draymond Green est en illustration. C'est bien normal parce qu'il a apporté ce qu'on attendait depuis presque le début de la série. Enfin, du physique, de la densité et de la dissuasion. C'est quoi la meilleure défense des playoffs pour toi? Celtics. C'est les Celtics. Pour la première fois des finales, on a vu les Warriors avoir une meilleure défense que les Celtics sur un match. Et ça, c'est pas rien. Non, c'est clair. Et ça, psychologiquement, d'un côté ou de l'autre, je pense que ça va laisser des traces. Donc... et c'est vraiment la défense aujourd'hui des Warriors, l'apport de Payton, le retour de Draymond Green rayonnant défensivement, comment ça peut se passer très haut avec Wiggins et Draymond Green dans la dissuasion. On sait que les Warriors ont donné beaucoup de lay-up, beaucoup trop de lay-up aux Celtics, c'est plus du tout le cas. Et ça, quelque part, c'est une vraie clé pour la suite. On a l'impression qu'ils récupèrent Klay Thompson après 2 matchs ratés, 3 matchs. Ils récupèrent une défense solide. Ils sont plus qu'à un match du titre là. Les voyants commencent à être un petit peu au vert côté Warriors. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un truc là dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous parlent de la défense off-ball, donc loin du ballon, sur Steph Curry, en disant que les arbitres sont pas assez sévères avec la défense des Celtics. T'en dis quoi, toi? J'en dis que c'est toujours un petit peu le jeu du chat et la souris. Quand tu es loin du ballon, les yeux sont moins focalisés sur toi. Il y a tout un jeu de... Je flirte avec les limites. C'est vrai que par moment, on a l'impression qu'on pourrait peut-être un peu plus le siffler de choses, mais derrière, on peut rentrer aussi dans des... Écoute, c'est un choix de l'arbitre. J'ai l'impression que... Je comprends pas toujours ce qu'ils sifflent, les arbitres, mais des deux côtés. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça... Ça avantage aucune des deux équipes. Voilà, j'ai pas l'impression que ça avantage une des deux équipes. Mais c'est vrai que off-ball, ça met du bois terrible, mais croyez-moi que les Warriors, ils en mettent aussi. Regardez Gary Payton off-ball ou des Draymond Green ou des Wiggins off-ball, ils font pas cadeau non plus. Hein. Non, ça c'est clair. Il y a Sensei qui dit, est-ce qu'on parle des écrans de Marcus Smart? Marcus Smart, alors il s'est fait avoir 2-3 fois par des phases un peu de flopping. Hein. On parle, je pense évidemment de Jordan Poole et Gary Payton. Et Gary Payton aussi. C'est sur Grant Williams, Gary Payton. Ouais, c'est Grant Williams. Il y a une clé de bras cata à un moment donné aussi. Bon, ça fait aussi partie du bluff entre guillemets des différents joueurs. Tu le disais, hein, Gary Payton est dans nos tops, Jordan Poole aussi. Ils ont apporté aussi, que ce soit en attaque ou en défense, par de la course, par de l'adresse. Ce qui manque parfois à cette équipe de Warriors, on retrouve un petit peu l'adage d'être fort en nombre pour eux. Ils sont à 7, hein, ils sont pas plus. C'est déjà pas mal pour jouer au basket. C'est mieux que sur certains matchs. Ouais, ils ont fait du bien. Ils permettent de souffler. Ils ont permis surtout de maintenir un certain niveau de basket. Offensivement, Jordan Poole met des paniers qui font du bien. Et Gary Payton amène une défense pour maintenir ce niveau-là défensif, c'est très important. Et les deux là sont très complémentaires aussi. Et moi, je te dis, hein, si Gary Payton il finit le match, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. Allons dans les flops. On va découvrir ce qu'on a choisi ensemble pendant le match. Vous avez découvert des visages très connus, puisque vous avez regardé le match avec nous, puisqu'il est 6h19 sur Twitch et qu'on se régale. On a mis Kevin Looney, on a mis les paires de balles, parce que ça les tue. Et Marcus Smart en est le principal instigateur. Et on a mis Jaylen Brown. Kevin Looney, on en parle vite fait, entre ses fautes du début, ce lay-up raté à la fin qui peut peut-être permettre aux Celtics de reprendre un momentum. Il a été très bon par moment, on va pas le démonter, parce que, bon, ça fait partie, mais il était vraiment cata aujourd'hui. Dramatique, voilà. Écoute, alors souvent, on nous reproche des fois de tirer sur les ambulances, mais voilà, faudra pas en faire 2 des comme ça, par contre, des matchs. Faudra pas en faire 2. Il finit quand même avec plus de plus on sait que c'est pas un talentueux, on sait qu'il est là pour la basse besogne, il le fait très bien, pour l'instant, pendant ses playoffs, là, il est passé complètement au travers. Pourra pas faire deux prestations comme ça, là. Ce soir, c'était très dur. Prendre 3 fautes en 1 minute, faut être un bon bâtard quand même. Hein. Tout de suite, tu pousses Steve Kerr un peu dans les cordes, qui aime bien jouer en plus avec les mecs qui restent avec des fautes. Surtout que c'est le seul grand, doit être un peu plus juste, notre ami Kevin. Alors vous êtes beaucoup à dire, là, il y a Jaylen Brown mais pas Jason Tatum. Franchement, c'est un choix. Honnêtement, on aurait pu mettre Jason Tatum, sauf que Jason Tatum, à un moment donné, comme Erwan le disait, hein, il y a un véritable flash, il y a des véritables flashs de superstars. Il finit quand même à 27 et 10, c'est 10 sur 20. C'est pas loin d'être son meilleur jeu match des finales. Il y a moins de passes D parce que la défense est moins permissive et qu'ils ont été très peu adroits. Mais nous, ça
C'était évident que Jaylen Brown devait finir dans les flops plutôt que Jayson Tatum. Je pense qu'il a senti qu'il fallait qu'il fasse un match de superstar. Aujourd'hui, le playmaking, comme on l'a dit, c'est gentil, mais non, on attendait un match à lui autour des 30 pour faire gagner son équipe. Moi, comme je dis, il y a eu des moments de superstar. Il n'y a pas un match de superstar encore. Il n'y a pas un match de superstar. Les 5 dernières minutes sont encore très mal gérées. Il y a encore parfois ce sentiment qui arrive très tôt d'urgence où je vais vous faire gagner. Et puis surtout, il gagne pas son duel avec. Il gagne pas son duel avec Andrew Wiggins. Très problématique. Il gagne pas son duel avec Andrew Wiggins. Donc pour moi, c'est pas encore le match qu'on attend d'Andrew Wiggins. De Jayson Tatum. Jayson Tatum, à chaque fois, non, c'est Jaylen, je pense. À chaque fois, il avait la balle, j'étais crispé, nous dit Reiki99. Il y a le Damien qui nous dit physiquement, on dirait que les Seas sont vraiment cramés. C'est inquiétant pour la suite. C'est imaginable ça? Ils sont tellement habitués à être au niveau physiquement. C'est pas imaginable. C'est une équipe jeune qui est en pleine bourre, à part à leur Ford. On sait que c'est une équipe qui vit sur l'intensité, donc ils ont ça dans le coffre. Peut-être que je sais pas. Est-ce que peut-être la défaite du match 4, il y a ça aussi à digérer. Il y a ça aussi qui doit être à digérer. Faut prendre tout en compte quand on est dans le très 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 haut niveau là. Il y a le basket évidemment, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Et peut-être que, on en a parlé pour le money time du match 4, de l'expérience, et peut-être que la gestion d'une défaite à domicile en finale NBA, qui aurait pu peut-être te permettre de mener 3-1, peut-être que... En tout cas, j'ai senti qu'ils ont eu du mal à s'y remettre. Et j'ai pas reconnu cette équipe des Celtics sur leur force. Et honnêtement, on adore cette équipe des Celtics sur ce qu'ils font sur ce run de playoff, mais s'ils jouent pas leur basket, s'ils n'arrivent pas à imposer leur physique... C'est compliqué et on l'a vu ce soir. Après, à l'extérieur, honnêtement, tu peux pas gagner un match de basket en faisant 18 paires de balles et en étant à 21 sur 31 au lancer franc, 67%. 67%, c'est catastrophique. Bon, l'avantage, c'est qu'en face, à 3 points, ils ont été dramatiques. Ils sont à 9,40 pour les Warriors, 22%. C'est aussi pour ça qu'ils ont pu rester dans ce match. Le dernier truc que j'ai noté, c'est que, et quelqu'un qui le disait dans les commentaires, les Celtics passent à côté d'une victoire dans ce match 5, alors que Steph Curry passe complètement à côté dans l'adresse, que Jayson Tatum, mais bon, c'est très mauvais signe. C'est vrai que là, quand on fait un petit peu quand on demande la cuenta du match, tu vois Steph Curry qui est à 0 sur 9 à 3 points. Normalement, c'est pour toi. Voilà, et tu prends pas. Moi, je pense qu'ils enchaînent pour la première fois de ces playoffs 2 défaites d'affilée. J'ai l'impression que la défaite finalement à domicile du match 4 leur a laissé quand même pas mal de plumes. J'ai l'impression que Jayson Tatum enchaîne une nouvelle déception. Même si les stats sont corrects, ça reste. Je peux pas croire qu'il rentre au vestiaire en se disant ça y est, j'ai fait le match que je devais faire en finale. Non, je pense que pour l'instant, ces finales pour lui sont très frustrantes. Ils sont menés pour la première fois de ces finales 3-2. On revient à Boston. Ça va être la folie. C'est jeudi soir. Ça va être la folie, les gars. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à éteindre, à rien donner à Steph Curry, mais à prendre le risque d'être puni par les autres? Parce que mine de rien, ce soir, Draymond Green, il se retrouve avec les espaces et ce fameux 3 contre 4 à jouer là, qu'il adore. 4 contre 3 plutôt. Ce fameux 4 contre 3 qu'il adore jouer. Klay Thompson a des tirs. Wiggins a des espaces pour couper, pour jouer des 1 contre 1. Il va y avoir beaucoup de choses à penser côté Celtics et Udoka. Ça va être intéressant en tout cas de suivre tout ça. Je vous le disais, c'est jeudi le match 6. Le match 7 sera éventuellement dimanche prochain. On sera, quoi qu'il arrive, ensemble pour vivre tout ça sur Clutch à 18h sur Winamax TV pour faire une belle preview avec Rémi Réverchon qui était sur place. Et puis ensuite, on sera en direct jeudi soir ensemble sur Twitch comme d'habitude pour essayer de digérer tout ça comme les Celtics et de, pourquoi pas, voir les Warriors champions. J'ai mis un petit sondage il y a une dizaine de minutes. Est-ce que les Warriors seront champions lors du Game 6 ? Eh bien, pour l'instant, vous avez voté à 68%. Oui, c'est normal, hein, le momentum est clairement côté Warriors, 2 victoires d'affilée, ce qui est une prouesse, clairement, dans cette série face aux Boston Celtics. Et il y a beaucoup de gens qui disent Robert Williams, 0 travail de dissuasion ce soir. Hein. C'est pas faux, hein. Ouais, non, mais après, la dissuasion, ça marche aussi quand on tient un peu les duels. Moi, j'ai trouvé que les Celtics, sur leur force de tenir les duels, et sur notamment les switches défensifs qu'ils font tout le temps, quand Andrew Wiggins il dunk à un moment donné à la fin, là, mais il y a un changement donc sur le pick and roll, c'est Derrick White qui est là. Il est à la ramasse. Moi, c'est dur, hein. Tout ce qui faisait la force de ces Celtics-là, de pouvoir switcher quasiment sur tout, à part peut-être Robert Williams, c'est de tenir les duels, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont fait
à part Marcus Smart, ils se sont fait tous transpercer sur les premières intentions. Ah oui, évidemment, quand tu prends 1 mètre ou 1,50 m sur le premier dribble, bon ben il est gentil Robert Williams, au bout d'un moment c'est pas Superman, tu vois ce que je veux dire? Derek White aurait pu être, et Grant Williams aussi, aurait pu être dans les flops, on voulait juste pas tirer sur des joueurs trop facilement et d'aller chercher d'autres choses, mais ils méritent tous les deux d'être dans les flops. Le banc en général. Le supporting cast au global, parce qu'à Lorford était cata, Luke Cornett a été meilleur, ça c'est sûr, 100% à 3 points ce soir. Donc Luke Cornett aura marqué un panier dans une finale NBA. Alors Ford, on parlait de cramer, je trouve qu'il commence. Ça fait 2 matchs, 3 matchs là qui. Il a tout donné dans le match 1 aussi. Il a tout donné. Il pioche énormément tonton Orford. Il a tout donné. Petit, allez, pour finir, petit sondage, pas du tout, petit prono pour le match 6, Erwan. Ils seront champions les Warriors? Boston. Je vois les Celtics gagner et aller accrocher un match 7. 3 défaites d'affilée. 3 défaites d'affilée pour les Celtics. Pourquoi pas? Dont à domicile. Ils n'ont jamais été aussi proches. Ouais. Non, 2 à domicile. Non, j'ai envie de. Non, je vois les Celtics réagir et aller arracher un match 7 pour qu'on soit tous là dimanche soir et se régaler. Moi aussi. Je pense match 7, mais ça, je le dis depuis le début, je disais Warriors en 7. Et pour l'instant, écoute, on est plutôt bien, mais si les Warriors vont le faire, on a gagné une 2e fois là-bas. Ce serait une belle célébration sur le parquet des petits lutins celtes, n'est-ce pas, au trèfle à 4 feuilles. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était un plaisir d'être avec vous encore une fois. Il est 6h27, on va aller se coucher tranquillement, c'est pas comme si demain matin on avait une émission entre 8h et 9h. On va essayer d'aller dormir avant d'aller tourner notre petite émission sur le basket européen sur M16 Basket. Nous on vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne journée de travail, une bonne journée de cours si vous enchaînez. Et puis voilà, on va remercier surtout cette régie fantastique, toujours soudée, cette équipe de bobsleigh, 4 bien comme ça là, entre derrière Polo, Tom, Max, Jérém, en fait ils sont plus que 4, et Thomas pour nous soutenir pendant cette nuit qui a été la plus difficile de toutes. Journée de l'enfer. Paul est arrivé ce matin à 9h30 pour la F1 quoi. Il est 6h30. Voilà, le travail qu'apparemment on vous laisse calculer l'amplitude horaire. Le ministère du Travail normalement peut nous tomber dessus. Et ce sera donc mérité. Puis en plus ils ont une preuve vidéo. Donc, ça c'est clair. On vous souhaite à tous les amis une bonne journée, une bonne nuit si tu vas te coucher. Et puis à jeudi soir pour le match 6. Ciao. And you would be so devastated, and I don't want no bullshit excuse. Like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, want a summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it.